Bonjour à tous. Dans la continuité du travail commencé il y a déjà quelque temps, je vais me permettre de vous lire l'édito de Jérôme Bourbon de l'excellent journal Rivarol, numéro 3444. Mais avant cela, je vais me permettre de vous relire la doctrine de cet excellent journal. Quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. Eh bien, nous y sommes. Alors, le titre: La République de la Terreur, après le mariage pour tous, voici le blasphème pour tous. Qui ne connaît l'adage latin is fecit qui prodest? À qui profite le crime? On ne peut s'empêcher de se poser cette question quand on mesure les conséquences en tout point désastreuses de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. La loi Avia, qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel en juin dernier et dont la principale disposition consistait à censurer sous 24 heures les contenus haineux sur Internet, c'est-à-dire en réalité tout ce qui dérange les puissants, pourrait être intégré dans notre législation via l'Union européenne. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu toutes affaires cessantes à Bruxelles pour appeler à l'urgence d'une, je cite, régulation beaucoup plus forte des réseaux sociaux, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty. Le chef du gouvernement a rencontré le commissaire européen au marché intérieur et au numérique, Thierry Breton, qui doit présenter le 2 décembre une législation sur les services numériques, Digital Services Act, destinée officiellement à mieux réguler les géants de la tech en matière de gestion des données, de désinformation et de, entre guillemets, discours de haine, notamment. Je cite encore: Je lui ai fait valoir l'importance pour la France de progresser très rapidement sur une régulation beaucoup plus forte de ces réseaux. Fin de citation. A déclaré le Premier ministre. À ses côtés, Thierry Breton a fait valoir que les préoccupations légitimes et les ambitions de Paris sur cette question rejoignent celles de la Commission européenne, promettant d'en tenir compte dans le Digital Services Act. Quant au journaliste Christophe Barbier, la voix de ses maîtres, il a osé déclarer sur BFM TV, je cite, « Il faut relancer la loi Avia en changeant, s'il le faut, la Constitution. Profitons de cette tragédie pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. » Fin de citation. On peut donc s'attendre au pire, sachant que pour le lobby judéo-sioniste, toute critique de l'Eretz, toute dénonciation du CRIF et de la LICRA, toute considération historiquement incorrecte sur la Seconde Guerre mondiale, toute opposition au lobby LGBT et à l'immigration de masse est un discours de haine qui incite à la commission de crimes et d'actes terroristes. Ce qu'ils appellent l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le conspirationnisme, le complotisme, le négationnisme, le sexisme, sera donc encore plus impitoyablement pourchassé que c'est le cas aujourd'hui. La muselière mentale qui s'ajoute à la muselière physique n'a jamais été aussi totale, aussi oppressante et étouffante. L'attentat de Conflans est le prétexte à mettre en œuvre une laïcité encore plus agressive et fanatique que celle qui prévalait jusque-là. Les pouvoirs publics multiplient les initiatives visant à rendre la pieuvre laïciste encore plus tentaculaire. Le ministre délégué à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a ainsi annoncé la création d'une unité de contre-discours républicain sur les réseaux sociaux, pour tenter de lutter contre le cyber-islamisme. Dans une interview à l'Obs mise en ligne le 23 octobre, le ministre précise que cette unité sera placée sous l'autorité du comité interministériel à la prévention de la délinquance et de la radicalisation et de la lutte contre les dérives sectaires, présidé par le préfet Christian Gravel. Madame Schiappa explique que le gouvernement veut porter un discours de contre-propagande.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, que certains imbéciles à droite prennent pour quelqu'un de bien, alors qu'il est un des maçons les plus fanatiques, a décidé de consulter davantage et de donner plus de poids au comité des sages de la laïcité qu'il avait créé et placé auprès de lui depuis janvier 2018 et aux référents départementaux valeurs de la République. Cela promet quand on sait qu'au nom des valeurs de la République, le chef de l'État a d'ores et déjà décidé d'interdire l'école à la maison à partir de septembre 2021, de rendre obligatoire la scolarisation dès l'âge de 3 ans et exerce une pression de plus en plus forte sur les écoles confessionnelles, hors contrat, pour, au nom du socle commun de l'éducation nationale, les faire renoncer totalement à leur spécificité pédagogique, doctrinale, morale, intellectuelle et spirituelle, bref, à leur laisser le choix entre l'apostasie ou la fermeture définitive. On se croirait revenu en 1906, au temps des inventaires. Ne nous y trompons pas. Ce sont toujours les mêmes ennemis qui sont au pouvoir. La même minorité judéo-maçonnique qui n'a eu de cesse de s'en prendre au catholicisme des Français et de les inciter à l'apostasie la plus radicale. C'est dans ce contexte que 49 personnalités, toutes liées au lobby judéo-sioniste ou LGBT, ont publié un appel dans le journal du dimanche du 25 octobre, jour de la solennité du Christ roi, tout un symbole. Je cite, pour une laïcité pleine et entière, pour porter haut l'idéal laïque. Elisabeth Badinter, qui, dans un entretien à l'Express le 20 octobre, tient un discours guerrier et menaçant contre les anti-laïcs. Je cite, « Cela ne peut plus se régler dans le pacifisme. » Fin de citation. Marcel Gauchet, Caroline Fourest, Pierre-André Taguieff, l'ex-ministre Jean Glavany ou l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, mais aussi le président de la LICRA, Mario Stasi, et son président d'honneur, Alain Jakubowicz, appellent les responsables politiques dans cette tribune à, je cite, « insuffler une nouvelle dynamique en créant des organismes publics adaptés à cet horizon politique transformé. C'est tout l'édifice laïque qui est aujourd'hui à restaurer sur la base de la loi de 1905, son fondement le plus solide. » Fin de citation. Il s'agit pour les signataires de placer à la tête de l'Observatoire de la laïcité, énième bidule destiné à défendre les valeurs républicaines, c'est-à-dire judéo-maçonniques, des personnalités beaucoup plus fanatiquement laïcistes que celles actuellement en place pour mettre en œuvre une laïcité de combat. Et que les naïfs ne s'y méprennent pas. Ce n'est pas seulement la religion musulmane qui est visée, c'est tout autant la religion catholique, dès lors que les croyants refusent d'accepter et de promouvoir les valeurs de la République, au premier rang desquelles figurent la laïcité, le féminisme, la théorie du genre, l'homosexualité, la pornographie, le droit au blasphème et l'avortement, jusqu'à 14 semaines, qui consiste à écraser la tête du bébé et à découper en morceaux le fœtus, de l'aveu même du gynécologue pro-IVG Israël Nizan. Et même jusqu'au jour de l'accouchement, en cas de détresse psychosociale de la génitrice. Critiqué ces derniers jours par de nombreux pays musulmans et par le président turc Erdogan pour sa défense des caricatures de Mahomet et pour sa loi contre le séparatisme, et alors que plusieurs pays mahométans, tels le Koweït, ont retiré des produits français comme Kiri et Babybel des rayons leurs magasins, que l'Université du Qatar a annoncé le report de la semaine culturelle française à la suite de l'atteinte délibérée à l'islam et ses symboles, que la Turquie, la Libye, l'Iran, le Pakistan, la Jordanie, le Qatar ont vigoureusement protesté et que les Palestiniens de Gaza ont brûlé l'effigie de Macron, que le sentiment anti-français n'a jamais été aussi puissant et virulent dans les pays musulmans, mettant objectivement en danger nos ressortissants dans ces États et favorisant des actions violentes dans notre pays. Merci Macron et tous les Charlie qui agissent comme des pousses au crime.
Le président de la République, dans une série de tweets postés le 25 octobre au soir, n'a rien trouvé de mieux que d'en remettre une couche, en redisant sa détermination à défendre les devises de la République, et surtout en osant écrire, je cite, Notre histoire est celle de la lutte contre les tyrannies et les fanatismes. Fin de citation. Ce qui, dans sa bouche, est une façon de s'en prendre à tous ceux ayant une foi religieuse, sincère, profonde et authentique, d'approuver et de justifier les persécutions contre l'Église catholique depuis la Révolution française et la Première République jusqu'à la politique dite anticléricale de la Troisième République qui conduisit le 9 décembre 1905 à la loi dite de séparation des Églises et de l'État et aux inventaires de 1906 qui furent l'occasion d'un des plus grands vols et l'un des pires sacrilèges de l'histoire de la part de maçons fanatisés et haineux contre la religion catholique, contre le Christ, la Sainte Vierge et les saints. Les républicains laïcistes traitent tous leurs adversaires de fanatiques et d'haineux, mais il n'y a pas plus fanatique et plus haineux que ces gens-là. On peut et on doit combattre l'immigration de masse, ce que ne font pas les différents gouvernements successifs qui ont fait de la France un pays en état d'invasion libre où continuent d'entrer chaque année des dizaines de milliers d'étrangers, pour beaucoup mahométans, mais il n'y a aucune dignité, aucune prudence, aucune sagesse, aucune vertu à revendiquer le droit au blasphème et à montrer à des adolescents de 13-14 ans, dont beaucoup sont de culture et de religion musulmane, des caricatures de Mahomet, nus et accroupis, ce qui leur apparaît comme une image pornographique et blasphématoire, et une insupportable provocation. Les pouvoirs publics mènent une politique en apparence contradictoire. On a promu l'islam par tous les moyens, par l'immigration massive, par la construction de mosquées un peu partout en France, par la promotion du halal, par la possibilité de ne pas consommer du porc dans les cantines scolaires. Et parallèlement, maintenant qu'il y a des millions de Mahométans dans notre pays, on insulte gravement à leur foi. On les provoque en agitant le chiffon rouge des caricatures de Charlie. Cette attitude serait incompréhensible et s'assimilerait à la politique de gribouille si la volonté des cénacles mondialistes auxquels obéissent les différents gouvernements occidentaux n'était pas de semer la panique et le chaos, d'engendrer la violence et la guerre civile, et de conduire à la mise au pas de l'humanité entière par la tyrannie covidesque et laïciste, au nom de prétextes sanitaires et islamistes. Car plus on étudie la question, plus il apparaît que l'assassinat de Samuel Paty est un attentat sous faux drapeau. Tout est invraisemblable dans cette histoire. On nous explique en effet qu'un jeune Tchétchène de 18 ans aurait égorgé et décapité seul, en pleine rue et en plein jour, vers 17h, dans une ville, au moment de la sortie des classes et du travail, un enseignant de 47 ans. Or, il n'y a aucun témoin de cette décapitation. Aucune vidéo n'a été prise, ce qui est pourtant facile aujourd'hui avec les téléphones portables. Aucune caméra de surveillance n'a non plus filmé la scène. Personne n'a rien vu, rien entendu. Dans la notice de Wikipédia consacrée à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, il est écrit sobrement, je cite, « Les circonstances exactes de cet assassinat en pleine rue restent à préciser. » Fin de citation. Première bizarrerie. Deuxième étrangeté, le jeune Tchétchène aurait égorgé et décapité sa victime très rapidement, puisqu'il a eu le temps de photographier la tête de sa victime, de revendiquer son crime sur Twitter, de laisser un message audio en russe où il dit être prêt à être un martyr, avoir vengé le prophète, de Samuel Paty, qu'il a montré de manière insultante. Dans une vidéo diffusée entre autres sur Instagram, il fait référence à l'État islamique. Et pendant tout ce temps, personne n'a rien vu, rien entendu, rien filmé, en plein jour, un vendredi soir, à 17h. Avec un couteau, même très bien aiguisé, de 35 cm, il faut du temps pour décapiter une personne. Philippe Loncardassac, chirurgien du cerveau, est très sceptique sur la version officielle qui nous est donnée. Je cite,
Pour avoir opéré un bon nombre de colonnes cervicales, je vous garantis que ce n'est pas évident de décapiter quelqu'un. C'est dur. Il faut une excellente connaissance de l'anatomie de la colonne pour savoir exactement où trancher. Cela me semble gros. Fin de citation. Dit-il dans sa dernière vidéo mise en ligne le 25 octobre sur la chaîne YouTube des cercles nationalistes français. Et Ploncard d'ajouter, à propos de la photo de l'homme décapité, postée et partagée sur certains réseaux sociaux, je cite, quand une tête est tranchée, il y a deux éléments qui se mettent à saigner fortement, la carotide et la jugulaire. Cela fait du sang. Or, sur la photo qu'on nous montre, à la base du cou, il n'y a pas de sang. De plus, si réellement le malheureux a été décapité, où est le corps? On ne le voit pas. Fin de citation. Claude Timmerman, qui est un zoologiste, il a fait des travaux de recherche dans les collections du Muséum d'histoire naturelle à Paris et du Musée royal d'Afrique centrale à Tervuren. Il a beaucoup traîné ses guêtres dans les labos et y a pratiqué. Est également convaincu que la tête décapitée montrée sur les réseaux sociaux est fausse. Je cite. Si l'individu a été tué à l'arme blanche, ou bien il a été poignardé, ou bien il a été égorgé. Dans les deux cas, quand on n'a pas de guillotine sous la main, il faut tailler dans la viande par devant pour décoller, c'est le terme, la tête et faire sauter l'articulation axialo-vertébrale par derrière. Alors voir une tête avec un cou conservé impeccablement, coupé, est impensable. C'est un travail minutieux, de taxidermiste, cela. Ou une fausse tête. En revanche, la fausse tête d'Halloween, qui décorait la salle principale d'un McDonald's de Cagnes-sur-Mer, qui a déchaîné les hurlements de la bien-pensance et qui a été retirée depuis, est anatomiquement exacte. Fin de citation. Plus surprenant encore, le texte avoir été censé posté sur Twitter par l'assassin est écrit, hormis une erreur, peut-être volontaire, sur le nom de Macron, en excellent français, ce qui semble impossible pour un Tchétchène de 18 ans ayant quitté son lycée. Je cite. De Abdullah, le serviteur d'Allah, à Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mohammed. Calme ses semblables avant qu'on ne vous inflige un dur châtiment. Fin de citation. La ponctuation, la syntaxe et l'orthographe sont parfaites. On admirera l'emploi du ne explétif et avant qu'on ne vous inflige, qui témoigne d'une excellente maîtrise du français. Autre sujet d'étonnement, les conditions de la mise à mort de l'assaillant présumé. Était-il indispensable de transpercer de 9 balles un jeune homme ne portant qu'une arme blanche et un pistolet à billes? À qui fera-t-on croire que c'était nécessaire? Le Tchétchène pouvait parfaitement être neutralisé par des gaz ou par des tirs dans les jambes, sans qu'il perdît la vie. Comme à chaque fois dans ce genre d'attentat, l'assaillant présumé est tué de plusieurs balles par les forces de l'ordre, comme si l'on ne voulait surtout pas qu'il pût parler, donner sa version des faits, se défendre. La presse communautaire s'est félicitée que le tueur présumé ait été tué, à l'israélienne. En effet, la police tire pour tuer, sans sommation. La volonté est de ne laisser aucune chance à la cible afin qu'elle se taise à tout jamais. De l'affaire Mera aux frères Kouachi, en passant par Koulibaly et aujourd'hui Abdullah Anzorov, le scénario est invariablement le même, le dénouement également, ce qui ne laisse pas de légitimer toutes les suspicions. Plus incroyable encore, on a retrouvé sur le corps d'Abdullah Anzorov ses papiers d'identité, ce qui a permis de l'identifier immédiatement. Curieux que quelqu'un qui va commettre un attentat prenne soin de placer sur lui une pièce d'identité. Mais là encore, c'est toujours le même scénario qu'on nous vend. Qu'on se rappelle les papiers d'identité des frères Kouachi, laissés très visiblement sur le pare-brise de leur voiture, ou les passeports des pirates de l'air qu'on a retrouvés miraculeusement intacts sur les ruines fumantes du World Trade Center. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Encore plus extravagant,
la veille de l'attentat de Conflans, était enregistré sur CNews, chaîne dirigée par un juif pro-israélien, et où sévit régulièrement le likoudnik Zemmour, un débat entre l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement et le journaliste judéo-sioniste Zemmour. Dans cette émission enregistrée le 15 octobre et diffusée le vendredi 16, avant même l'assassinat de Samuel Paty, Chevènement parle explicitement de, je cite, « prendre les mesures pour que nos professeurs ne soient pas décapités ». Fin de citation. Or, jusqu'au 16 octobre au soir, aucun professeur en France n'avait jamais été décapité. La dernière décapitation concernant un chef d'entreprise en 2015 dans l'Isère, à Saint-Quentin-Fallavier. Ces propos de Chevènement, qui ont été effacés de la vidéo par la suite, ce qui renforce tous les soupçons, comme a été supprimée l'incrustation donnant la date de l'enregistrement, nourrissent également les doutes les plus forts. On peut toutefois retrouver la version initiale de la vidéo en se donnant la peine de naviguer sur la toile, notamment en allant sur http://www.panamza.com /241020-décapitation-chevènement/. On le voit, tout dans cette affaire n'est que mensonge et manipulation des esprits. Dans son discours du 21 octobre à la Sorbonne, qu'il a osé présenter comme le symbole des Lumières, alors que ce lieu a été une prestigieuse université catholique pendant des siècles, avec de grands docteurs et des saints parmi son corps enseignant. La République souille décidément tout ce qu'elle touche, jusqu'au palais de nos rois et jusqu'aux universités de nos saints confesseurs de la foi. Le chef de l'État a présenté l'école de la République comme le lieu du débat, du respect de l'autre, de l'exercice de l'esprit critique, de l'amour des livres et de la connaissance. Or, rien n'est plus faux. Si l'on ne récite pas la Vulgate sur toute une série de sujets, si l'on ne dispense pas une pensée unique, on est immanquablement sanctionné ou marginalisé. Qu'il s'agisse évidemment de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du catholicisme, de l'Ancien Régime, de l'avortement, de l'homosexualité, du féminisme, de l'apartheid, des juifs et des francs-maçons, la pensée est unique, laïque et obligatoire au sein de l'éducation nationale. Leur école de la République n'apprend plus à lire, à écrire et à compter. Elle est un dépotoir et un pourrissoir où l'on souille l'âme des enfants dès le plus jeune âge, avec l'apprentissage d'une sexualité précoce, la haine de la vraie morale et de la religion, et les mensonges sur notre histoire. Par ailleurs, cet attentat fait évidemment le jeu des réseaux sionistes. Depuis l'élection de Sarkozy en 2007, l'exécutif a fait appel au savoir et savoir-faire de la police, de l'armée et des services secrets israéliens, dans la répression des mouvements de foule et des attentats terroristes. Les méthodes israéliennes ont graduellement été appliquées en France, notamment à l'occasion de la violente répression policière des Gilets jaunes, où la police, sur ordre, n'a pas hésité à mutiler, à énucléer des manifestants pacifiques. C'était une première en France, depuis les soubresauts de la guerre d'Algérie. L'obsession de l'entité sioniste et des milieux communautaires est de monter les musulmans contre les chrétiens, et réciproquement, pour semer le désordre, conduire à la guerre civile et au chaos, pour la domination d'un certain lobby. De là à penser que ce sont les réseaux sionistes qui ont soit fabriqué, soit laissé faire, en complicité avec l'État profond, les principaux épisodes terroristes que nous avons connus en France depuis l'affaire Mera en 2012, à la fin du quinquennat de Sarkozy, est une hypothèse très crédible. D'ailleurs, pendant ce temps, Netanyahou reprend sans vergogne la colonisation de la Cisjordanie, qu'il avait momentanément suspendue. Ce qui permet une nouvelle fois de détourner l'attention des crimes de l'entité sioniste en Palestine occupée. De plus, cet attentat est, si j'ose dire, du pain béni pour les pouvoirs publics en général et pour les réseaux judéo-sionistes en particulier, qui veulent en finir avec la liberté d'expression sur Internet. Cette affaire arrive au moment où Macron venait de présenter sa loi sur le séparatisme. Cela lui offre une occasion de la mettre en vigueur et de la durcir autant qu'il voudra.
Cet attentat arrive aussi au moment où l'on impose le couvre-feu à 54 départements et à 46 millions de Français tous les soirs de 21 h à 6 h du matin, et où l'on parle de plus en plus d'un nouveau reconfinement. Après avoir tué la paysannerie française, esclavagisée, et qui ne dépend que des aides de Bruxelles et de Paris, alors qu'elle pouvait autrefois vivre des fruits de son travail, l'État profond entend détruire les classes moyennes indépendantes, le monde entrepreneurial, en leur offrant pour survivre de misérables pittances. De sorte que beaucoup de restaurants, d'hôtels et de bars fermeront, tandis que d'autres essaieront de vivoter dans les pires difficultés. Enfin, cet attentat arrive le lendemain de l'annonce des perquisitions menées aux domiciles et bureaux respectifs d'Olivier Véran, ministre de la Santé, et de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Cette vaste opération de perquisition, qui concerne aussi l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, l'ancien ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'ancien porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, faisait mauvais effet. Quoi de mieux qu'un attentat islamiste pour détourner l'attention du grand public? On nous parle sans cesse de liberté d'expression, de liberté de croire et de ne pas croire. Mais a-t-on la liberté de ne pas croire à l'Holocauste? Dès que l'on conteste une vérité officielle, on est considéré comme conspirationniste et coupable de contenu haineux. En 2020, le pouvoir a réussi à limiter comme jamais, jusque-là, la liberté de circulation et de réunion, d'expression et de culte. On interdit même aux membres d'une même famille de se voir si l'un d'entre eux est hospitalisé ou en EHPAD. Peut-on aller plus loin dans l'inhumanité? Et voilà qu'on réinjecte à nouveau le Rivotril aux patients des EHPAD suspectés de Covid, ce qui est une forme d'euthanasie, puisque ce produit est formellement contre-indiqué pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires. C'est l'euthanasie pour tous, en tout cas pour tous les anciens, tant vantés par Attali depuis 40 ans. Après avoir détruit des libertés fondamentales, ils osent se prétendre les héros de la liberté, avec leur sacro-saint droit au blasphème. Après le mariage pour tous et la PMA pour toutes, voici le blasphème pour tous. Jean-Michel Blanquer prévoit à la rentrée scolaire, le 2 novembre, jour de la fête des morts, de renforcer la laïcité et les valeurs de la République et incite les professeurs à montrer les caricatures de Charlie Hebdo. Qu'elles concernent Mahomet, le Christ ou la Sainte Vierge, surtout si elles sont intégrées dans un projet pédagogique. Mais quel est le projet, sinon de salir et de souiller? C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer à des collégiens, à des lycéens et peut-être à des écoliers des dessins obscènes, scatologiques, blasphématoires, sur ce que les croyants sincères ont de plus précieux, Dieu et ses saints. C'est une façon de violer, de souiller l'âme des enfants, de profaner ce qu'il y a de plus sacré. Leur république est vraiment ignoble, de bout en bout. Née de Satan, elle ne vit et ne se maintient que par Satan. Mais elle peut compter sur le clergé officiel des différentes confessions religieuses pour continuer à exercer son implacable tyrannie sur les esprits et les consciences, à asservir les cerveaux et les âmes. Le clergé conciliaire est à genoux depuis Vatican II, devant les valeurs de la République et la laïcité. Et l'infâme Bergoglio vient de se prononcer pour l'union civile des invertis. Quant aux imams, ils sont également bien soumis à l'ère du temps. Ils ont tous lu dans les mosquées vendredi dernier le texte que le gouvernement leur avait enjoint de lire sur la République, ce qui témoigne d'une incroyable veulerie. Nous avons assisté en direct au Vatican II de l'islam en France, puisqu'on a exigé des imams, auxquels l'on avait déjà demandé de chanter la Marseillaise dans les mosquées après les attentats de 2015, ce chant de haine où il est demandé qu'un sang impur abreuve nos sillons, de rendre un hommage unanime, dithyrambique et sans nuance à celui qui est pour eux un blasphémateur et un provocateur. Pornocrate, puisque Samuel Paty avait montré une caricature de leur prophète nu et accroupi, comme il a certainement montré par le passé des caricatures du Christ, puisque chaque année, depuis 6 ans, il faisait des cours sur le sujet à partir de Charlie Hebdo.
S'il est certes naturel de prier pour le repos de l'âme de Paty, qui a pâti d'avoir été Charlie, et de montrer de la sympathie et de l'empathie pour la famille Paty, à l'infortune de laquelle on a compati, il n'y a en revanche aucune raison de faire de Samuel Paty un héros et de lui rendre un hommage public et solennel. Le blasphème était autrefois sévèrement puni dans les sociétés traditionnelles. Saint Louis, par exemple, ne badinait pas là-dessus. Mais c'était une époque où l'on avait vraiment la foi, où l'on craignait Dieu, que l'on aimait de toutes ses forces et par-dessus tout. Dieu premier servi, clamait sainte Jeanne d'Arc. Désormais, avec la jurisprudence Paty, tout croyant qui protestera publiquement contre les odieux blasphèmes qui s'étalent un peu partout, et jusque dans les cours et manuels scolaires, sera considéré comme un ennemi des valeurs de la République, comme un terroriste en puissance, à traiter de manière implacable. Voilà où nous en sommes. Ils nous crachent leur haine au visage et nous n'avons qu'un droit, nous taire. Non possumus. Il nous faut tenir et résister vaillamment dans ce monde qui est un chaudron infernal, en gardant à l'esprit et au cœur la 8e béatitude. Je la cite. Bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Fin de citation. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12. À bientôt, chers amis. Courage.